Bienvenue à toutes et à tous à notre événement Féminisme divisé ou diversifié. Le collectif Je suis féministe et les femmes ont organisé cet événement. Donc, l'idée d'organiser cette table ronde est venue d'un récent backlash anti-féministe qu'on a pu voir surtout sur Internet. On a décidé de ramener tout ça ici pour qu'on puisse discuter de ça entre nous, entre féministes, dans un espace plus sécuritaire qui va être propice à une saine discussion. Qui va pouvoir parler de sujets tels que la culture du viol, tels que l'image de la femme dans les médias. On voulait aussi rassembler tout le monde pour parler aussi de sujets qui nous divisent un peu plus. La question qu'on a posée à nos invités aujourd'hui, c'était sur l'intégration des valeurs féministes dans notre travail, dans nos croyances, dans nos sexualités, dans notre art, dans nos engagements, etc. Donc, on leur a demandé cette multiplicité d'aspects du féminisme. Est-ce que ça cause un éclatement des féminismes? Est-ce que si chacune peut s'identifier comme féministe, est-ce que ça crée une division ou est-ce que c'est le signe d'une nécessaire diversité? Je laisse la parole à Marianne et on va commencer notre discussion. Merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir de vous présenter nos 12 invités pour ce panel Féminisme divisé ou diversifié. Donc, Annie Lorrain, on a ici Marie-Claude Garneau, Wydia Larivière, Anna-Aude Cahouette, Jeanne Reynolds, Aurélie Langteau, Camille Tremblay-Fournier, Tania Saint-Jean, Martine Delvaux, Véronique Grenier, Sarah Labarre et Alexa Conradi. Marie-Claude Garneau est comédienne, auteure et étudiante en Women's Studies à l'Université Concordia. Elle travaille depuis 1 an en collaboration avec le Théâtre de l'Affamée sur un projet de conférence-performance qui tente d'appliquer une analyse féministe à la dramaturgie et à la pratique du théâtre. Elle a été quelquefois chroniqueuse pour le site web Let's Spread the Word et destinée à la communauté lesbienne ainsi que pour Je suis féministe. Alors, Marie-Claude, comment intègres-tu le féminisme dans ton quotidien? Eh bien, salut! Hey, merci d'être là, c'est vraiment cool. Je me sens d'abord super privilégiée comme d'être assise ici avec toutes vous autres. En tant que comédienne qui ne pratique plus vraiment, mais qui a recommencé à pratiquer depuis 1 an avec le Théâtre de l'Affamée, je travaille donc sur une conférence-performance qui essaie de questionner l'application de l'analyse féministe intersectionnelle à la pratique du théâtre. Puis l'analyse féministe, pour moi, c'est justement une façon de voir la vie. C'est pas nécessairement un mouvement de femmes typique. C'est vraiment une façon de voir les choses, une façon de voir les dynamiques de pouvoir aussi. De là, l'importance de parler d'analyse féministe intersectionnelle. Hey, merci beaucoup. Merci, Marie-Claude. Oui. Anne, tu es éditrice aux éditions du Remue-Ménage et chercheure en sociologie. C'est bien ça, hein? Oui. Ben oui. Et elle a coécrit les réalisatrices du Petit Écran, une étude parue en 2012. Je n'ai d'autre choix que de débuter en chialant un peu. Je suis un peu mal à l'aise à l'idée de vous parler de mon féminisme, de comment il se déploie dans les sphères de mon existence. Je suis, comme vous, j'imagine, profondément consternée par la nécessité quotidienne de tout recommencer, de réexpliquer, de redire dans des mots différents le pourquoi d'une telle démarche, d'une telle pensée, d'une telle action. Comme travailleuse de l'édition, mon souci quotidien est de travailler à faire advenir dans l'espace public et littéraire un autre discours, une autre parole, située, consciente, critique, singulière, bref, féministe. Ce qui me mène à la question, faut-il être solidaire avec les femmes qui ne le sont pas avec nous? C'est-à-dire qui se désolidarisent et attaquent le mouvement féministe, qui serait, selon certaines, trop près de Québec solidaire, trop queer, trop multiculturaliste, trop intersectionnel, trop radical. Wydia Larivière est co-initiatrice de la mobilisation québécoise d'Idle No More. Elle travaille au sein de l'organisme Femmes autochtones du Québec. Et depuis plusieurs années, elle milite pour les droits autochtones et son engagement lui a permis de participer au Sommet des peuples en marge de la Conférence des Nations unies sur le développement durable en 2012 et au Forum social mondial en 2013. Elle a également signé un texte dans le livre « Les femmes changent la lutte » au cœur du printemps québécois. À ton tour. Merci. Moi, je me définis comme féministe, mais il y a beaucoup de femmes autochtones qui ne vont pas s'identifier comme féministes, qui vont dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce terme-là,
ou parce qu'ils vont vivre des discriminations même au sein du féminisme dominant. Donc, je lutte beaucoup contre les inégalités que vivent les femmes autochtones, puis la plupart des inégalités qu'elles vivent sont issues de la colonisation, des politiques d'assimilation du gouvernement. Puis la colonisation, c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui. Il y a aussi la question de la violence envers les femmes autochtones, qui sont 3 fois plus à risque de vivre la violence que le reste de la population canadienne. Le patriarcat s'est aussi imposé dans les communautés autochtones. Donc, le féminisme des femmes autochtones aujourd'hui, c'est aussi lutter contre le patriarcat qui a été imposé avec la colonisation. Si on veut se rallier parmi tous nos visions au sein des mouvements féministes, je pense qu'il faut décoloniser nos esprits, donc décoloniser même le féminisme. On va passer à notre prochaine participante, prochaine invitée. Anna Aude Cahouette est une travailleuse du sexe et militante pour la reconnaissance de leurs droits. À ton tour. Oui, merci. Je suis ici comme un individuel, une travailleuse du sexe qui s'identifie aussi comme féministe. Puis je tenais à partager un peu avec vous le pourquoi je pense que mon implication dans une organisation par et pour les travailleuses du sexe qui militent pour la reconnaissance de nos droits humains, c'est féministe. J'ai décidé d'accepter l'invitation parce que je pense que c'est un cadeau que je m'offre comme travailleuse du sexe qui n'est pas souvent écoutée ou incluse dans le mouvement des femmes au Québec ou ailleurs dans le monde. Une chose qui me paraît vraiment évidente de la lutte des travailleuses du sexe pour la reconnaissance de leurs droits, c'est vraiment le lien avec l'autonomie sur nos corps. Comme nos prédécesseurs féministes ont fait le chemin avant nous, on a lutté, vous avez lutté en masse pour qu'on puisse avoir le droit sur nos corps, l'autonomie sur nos corps, notamment avec le droit à l'avortement. La prostitution, c'est un sujet qui est divisé dans le mouvement féministe, c'est certain. Je le vois, moi-même, souvent, j'ai hésité à me revendiquer comme féministe, mais en soi, il n'y a pas une féministe qui a demandé la permission à quelqu'un d'autre avant de s'identifier comme féministe, fait que c'est la même chose pour moi. Merci. Merci, Anna Aude. Je présente Jeanne Reynolds, étudiante en histoire, culture et société à l'UQAM. Au cours des dernières années, elle s'est impliquée à différents niveaux au sein de l'AC. Elle a été porte-parole de la classe pendant la grève générale illimitée de 2012. Elle milite au sein du Front d'action socialiste aussi. Être féministe, en fait, pour moi, c'est vraiment enlever les lunettes, si on veut, de l'idéologie patriarcale. Il y a peur... à un moment donné, dans ma vie, dans la vie de, j'imagine, plein de femmes, il arrive un moment où, en confrontant, en fait, dans une situation de confrontation avec des hommes, on se rend compte, en fait, que nos intérêts en tant que femmes ne sont pas les mêmes intérêts que les hommes. À partir de ce moment-là, c'est vouloir une transformation aussi, une révolution. Je pense que être féministe, c'est adopter une attitude justement révolutionnaire vis-à-vis des catégories de sexe, c'est vouloir l'abolition des catégories de sexe. Quant à la question du féminisme diversifié, divisé, moi, en fait, je pense qu'il n'y a aucun des deux. Je pense pas qu'il existe des féministes diversifiés. Je pense qu'il existe des réalités différentes pour les femmes. Évidemment, on ne vit pas toutes la même chose, mais il existe une base d'intérêts communs sur lesquels, dans le fond, on peut prendre appui, puis sur lesquels on peut lutter ensemble, dans le fond, pour faire un rapport de force vis-à-vis des hommes. Aurélie est diplômée en journalisme de l'UQAM et étudie présentement le droit à McGill. Elle est membre de Québec Inclusif, un organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan qui milite pour une laïcité ouverte, inclusive et respectueuse des droits des minorités. Blogueuse prolifique, on a pu la lire chez Urbania pendant 2 ans. Elle a maintenant son espace chez Voir. Je me suis concentrée sur la question de la division parce que je pense que reconnaître la pluralité des voix féministes, c'est non seulement souhaitable, mais c'est nécessaire si on cherche... Parce que si on cherche à déqualifier des groupes de femmes au profit d'autres, alors, à mon avis, le féminisme cesse d'être un véhicule d'émancipation. Il devient simplement la sanction de certaines valeurs, ou plutôt de certains privilèges. En réduisant le féminisme à une simple étiquette dorée, consacrant les privilèges que se sont arrogés certaines en son nom au fil des générations, on bloque du même coup son évolution, privant les femmes qui en auraient besoin ici et maintenant de ce véhicule d'émancipation. Circonscrire ainsi la définition du féminisme, c'est mépriser son caractère mouvant et intersectionnel, c'est se méprendre sur sa raison d'être. Au final, c'est un féminisme qui échoue à conjuguer avec la multiplicité et, somme toute, avec la modernité, et il devient simplement obsolète. Il aurait oublié les femmes. Je vous présente maintenant Camille Tremblay-Fournier. Salut, Camille. Allô. Allô. Militante engagée étudiante à la maîtrise en sociologie et en études féministes à l'UQAM, elle s'est impliquée au sein du comité Femmes de l'AC, du collectif Femmes GGI et du collectif libertaire Force étudiante critique. Elle a également participé à l'ouvrage collectif Les femmes changent la lutte au cœur du printemps québécois aux éditions Remue Ménage.
Pour moi, ce qui est le plus important au niveau du... Comment j'intègre le féminisme dans ma vie quotidienne, c'est par une critique de la vie quotidienne. Alors, une critique un peu des différentes instances de contrôle, des modes de domination qui régissent, dans le fond, notre vie quotidienne au quotidien. Alors, sur la question de diversité ou division, je dirais peut-être un peu comme Jeanne, ni un ni l'autre, ou un et l'autre, mais actuellement... le féminisme, pour moi, je le vois surtout dans une perspective de mouvement social. À l'extérieur de ça, j'ai un peu de difficulté à l'aborder. Puis ce qu'on a vu dans le mouvement étudiant, surtout, c'est que un mouvement est fort et dangereux quand il y a une diversité d'acteurs qui est présent à l'intérieur. Puis actuellement, c'est difficile, je trouve, dans l'institutionnalisation du mouvement de voir ça. La diversité et division, je crois qu'il la faut en même temps, mais très difficile actuellement. Je vous présente maintenant Tania Saint-Jean, qui travaille en intervention auprès des personnes âgées. Elle est instigatrice du projet « Je suis indestructible », lancé en septembre 2013, une plateforme web dédiée aux survivants et survivantes d'agressions sexuelles. En collectant ces témoignages, elle permet aux femmes et aux hommes d'extérioriser leurs émotions de façon créative et artistique tout en favorisant leur libération et leur empowerment. Moi, j'ai voulu rentabiliser l'expérience, puis en tant qu'intervenante, vraiment axée sur l'empowerment, vraiment comme laisser le processus à la j'aime mieux dire survivant. J'aimais mieux le laisser complètement à cette personne-là, se l'approprier complètement, puis pas en faire partie. Le projet, comme souvent on me dit « merci à moi », moi j'aime mieux dire « merci à vous ». Moi, c'est de cette façon-là que j'intègre les valeurs féministes dans ma vie. Je pense qu'en tant que nouvelle féministe et jeune féministe, c'est de sensibiliser puis de vulgariser ces termes-là pour que les gens peuvent se les approprier facilement, puis qu'ils peuvent comme peut-être saisir aussi... En fait, quand que je le dis souvent, je parle de « je suis indestructible », de briser le silence puis nous permettre de reprendre la voix. Je pense que c'est comme ça que moi, je peux partager mes valeurs féministes puis les apporter dans ma vie au quotidien. Martine Delvaux, professeure de littérature des femmes et de théorie féministe au département d'études littéraires de l'UQAM. Elle est l'auteure de romans parus chez Héliotrope, C'est quand le bonheur, Rose amère et Les cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage, et d'essais. Femme psychiatrisée, femme rebelle, de l'étude de cas à la narration autobiographique, histoire de fantômes, spectralité et témoignages dans les récits féminins contemporains, et du plus récent, Les filles en série, aux éditions Remue-Ménage, paru à l'automne 2013. À ton tour, Martine. Merci. Je crois que je ne serais pas professeure à l'université si je n'étais pas féministe. C'est le seul sens que ça donne à mon travail. Si je retire le féminisme de l'équation et l'engagement intersectionnel qui lui est lié, enseigner n'a plus de sens pour moi. Contrer donc le sexisme intellectuel, le sexisme inhérent au monde de la recherche, ce sexisme qui dicte comment faire, ce qui est analysable et comment, les objets dignes d'être étudiés. Le milieu universitaire est un champ de bataille lui aussi. C'est un milieu de travail comme tous les autres où il faut penser la place des femmes, les inégalités, les discriminations, les différentes facettes d'une conciliation difficile, conciliation travail-famille, enseignement-recherche, recherche-création, etc. Pour ne pas se laisser prendre par le mot d'ordre qui dit que les femmes ne peuvent pas tout avoir. C'est pas vrai. Oui, on peut tout avoir. Travailler la voix, les formes, chercher l'interface entre la pensée et la création, trouver dans la création un autre moyen de penser et toujours, sans toujours m'en rendre compte, revenir à la même question. Qui parle quand une femme parle? Combien de femmes parlent quand une femme parle? Si on dit que les femmes sont descendues dans la rue, c'est qu'on assiste à une remontée du féminisme sur la place publique. Partout, les femmes s'opposent, nomment, racontent, révèlent, condamnent ce que j'ose nommer une lente mise à mort des femmes, la reconduction des belles endormies, de ces belles au bois dormant, dociles et malléables. Un féminicide ambiant, ordinaire, insidieux, pervers et encore trop souvent silencieux. Merci beaucoup, Martine. On ne se taira pas, ce n'est pas terminé. On continue avec Véronique Grenier, qui enseigne la philosophie au cégep de Sherbrooke. Elle est le mouet du Tumblr Les Petits Pimouets, consacré aux perles de sa progéniture. Elle collabore au blog d'Urbana et tenait une chronique dans laquelle s'articulait philosophie et actualité à l'émission matinale de ici Radio-Canada Estrie. Elle a publié des nouvelles, des poèmes et travaille présentement à la rédaction d'un essai sur la santé mentale qui paraîtra chez Boréal à l'hiver 2015. Je me suis vraiment... le féminisme dans mon quotidien, je dois vous dire, moi, je suis une féministe très tardive, au sens où, avant, mon genre ne m'avait jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Si quelqu'un m'avait voulu m'empêcher de faire quelque chose parce que j'étais une fille, je sais que j'aurais dit ta gueule. Je suis devenue féministe en devenant maman parce que j'ai ressenti dans mon fondement
quelque chose qui était vraiment comme une injustice fondamentale. Dans ma maternité, le féminisme est là tout le temps. Dans ma pratique de prof de philo aussi, c'est là vraiment beaucoup. Ma deuxième session, premier cours, un étudiant me dit « Non, mais c'est pas vrai qu'il y a une fille qui va m'enseigner comment penser en pleine classe. Il y a 17 ans, le petit gentil. » Donc, en fait, je pense qu'être féministe, donc il y a beaucoup de tensions parce qu'on passe notre temps finalement à se faire dire que ce qu'on fait, comment on le fait, comment on est, c'est jamais correct, même à l'intérieur de soi. Fait que c'est apprendre à vivre avec toutes ces tensions-là. Donc, j'aimais beaucoup le sujet diversifié ou divisé au sens où, justement, je pense que c'est sain, en fait, qu'il y ait tout ça parce que c'est signe que c'est un mouvement qui est en vie et qui nous amène finalement à constamment réfléchir sur nos pratiques. Voilà, merci. Sarah milite pour la justice sociale. Sarah Labarre, excusez-moi. Milite pour la justice sociale, l'égalité et le féminisme, des synonymes à ses yeux. Ayant suivi une formation en arts visuels, elle poursuit ses démarches en recherche sociologique et écrit présentement un livre sur l'itinérance qui sera publié prochainement chez VLB. En attendant, on peut la lire sur le blog d'Urbania. Depuis peu de temps où je milite activement en tant que féministe, que ce soit par des billets de blog ou par des interventions dans les réseaux sociaux ou dans ma vie privée, on a effectivement commencé à m'attribuer cette étiquette-là, l'étiquette de féministe enragée. L'étiquette de féministe enragée, en fait, elle me rend pas tout à fait justice. Je suis pas enragée, je suis en crise. Je suis en crise pour plein de raisons évidentes, à cause des inégalités sociales, à cause des inégalités salariales, à cause des droits à l'avortement qui sont encore menacés, même dans notre cours à nous, là, chez nous, au Canada. Je suis en crise à cause des biais sexistes dans la parentalité, dans la domesticité, dans les milieux professionnels. Je suis en crise à cause de la justification du corps de la femme dans les médias, dans les publicités, dans le cinéma, dans la culture en général. Parlant de culture, je suis en crise à cause de la culture du viol qui s'est vue présentement, puis à cause qu'on s'astique encore sur ce terme-là. Parce que ça dérange qu'on dise culture du viol. Ben, what the fuck? Il y en a une culture du viol, puis il est temps qu'on l'aborde. Notre dernière invitée, non la moindre, Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du Québec depuis 2009, détentrice d'une maîtrise en communication sur la réconciliation entre peuples autochtones et non autochtones. Elle croit en un féminisme pluraliste, combatif et solidaire. Elle est la plus jeune présidente dans l'histoire de la FFQ, ainsi que la seule lesbienne affichée. En proposant la tenue d'états généraux sur l'action et l'analyse féministe, elle a appelé le mouvement à renouveler son discours et à asseoir sa vision d'un projet féministe de société. Merci. J'aimerais, comme d'autres, dire que je suis une féministe au quotidien. Je pense qu'il n'y a absolument aucun espace, ni social, ni culturel, ni politique, ni économique, qui ne devrait pas faire l'objet d'un regard féministe. Je pense que c'est une posture qui nous amène à changer le regard sur le monde, puis de pouvoir le mettre en action. Je suis de la perspective féministe qui dit que c'est absolument impossible de penser qu'il y a un féminisme universel. Si on pense qu'il y a un féminisme universel, c'est ultimement une façon d'invisibiliser un ensemble de réalités. Ultimement, je pense qu'il y a des raisons d'être des féministes dans la littérature, des féministes dans l'action dans la rue, féministes avec un regard à la fois sur les rapports individuels et de couple, mais aussi un féminisme international, solidaire, actif dans la lutte. Et je ne peux pas le concevoir comme étant en dehors de ça. Si on veut être intersectionnel, il faut qu'on le soit dans nos pratiques. Il faut qu'on le soit. Il faut qu'on le soit aussi. Et ça enlève rien à qui que ce soit autour de la table. Mais il y a des femmes ici dans la salle que je peux regarder, saluer, qui auraient des choses qui seraient à être entendues. Et je pense qu'on ne sortirait pas, ultimement, des difficultés que nous avons sans qu'on trouve le chemin d'un travail en commun. Donc, merci. Merci. On pourrait se lancer sur cette deuxième question parce que je vous invite toutes à répondre et ensuite, vous, dans la salle, vous pourrez vous jeter dans le tas. Je pense qu'il y en a d'entre nous qui sont concernés par la Charte et je trouve que dans la discussion de la Charte, on n'a pas beaucoup entendu parler des communautés autochtones et pourtant, ce qu'on fait avec la Charte, il y en a qui pourraient interpréter ça comme étant de l'imposition culturelle. Et je me demande, vous, en tant que métisse, comment est-ce que vous absorbez le débat autour de la Charte et comment est-ce que vous le vivez? Comme une femme autochtone, je suis solidaire des femmes musulmanes et des femmes qui portent le voile, le foulard.
parce que je pense que, comme mon peuple, les gens de mes communautés ont été super opprimés par la colonisation. Je pense qu'on essaye peut-être aujourd'hui de reproduire ça avec les autres. Comme travailleuse du sexe puis autochtone, je pense que finalement, l'autodétermination puis de laisser la place aux femmes qui portent le foulard, de prendre parole et tout, c'est la chose idéale à faire. En tant que travailleuse du sexe, j'imagine que vous rencontrez des fois de la discrimination de la part d'autres féministes. Et j'aimerais savoir, selon votre opinion, d'où vient cette pudeur dans le féminisme par rapport au travail du sexe? C'est une bonne question. Personnellement, comme travailleuse du sexe qui a une expérience réelle dans l'industrie, j'ai déjà eu moi-même l'impression que peut-être des fois je m'étais pas respectée avec le regard des autres. Je comprends les personnes qui sont non prostituées puis qui n'ont pas aucune expérience dans l'industrie de peut-être avoir peur. Mais comme rester sur la peur puis pas avoir le goût de connaître la culture des travailleuses du sexe, c'est comme rester dans l'ignorance, puis je déteste l'ignorance. Fait que je pense qu'idéalement, on peut comme aller rencontrer les gens qui sont dans l'industrie puis connaître leur culture. Une question que je me pose depuis plusieurs années dans le féminisme et une question que je vis au quotidien. Moi, je suis travailleuse du sexe. Je suis une escorte. Et on a parlé, ça fait 1 heure qu'on est ici, ça fait 1 heure qu'on parle d'inclusion, ça fait 1 heure qu'on dit qu'il faut laisser les femmes voilées parler, qu'il faut laisser les femmes autochtones parler. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que nous, les putes, on ne nous laisse pas parler? Parce que, personnellement, en tant que femme travailleuse du sexe, j'ai vu une oppression dans le féminisme. Parce que, personnellement, en tant que femme travailleuse du sexe, on me dit que je suis exploitée, on me dit que je suis violée, on me dit que je suis aliénée. Moi, ce que je revendique, c'est le droit d'être une femme intelligente, articulée, le droit d'être une femme qui décide ce que je fais de mon corps. Je vous lance la question. En fait, Stella est membre de la FFQ. La FFQ, la dernière fois qu'on a fait un débat sur la question de la prostitution et le travail du sexe, ça date de 2002-2003. Et à ce moment-là, les membres ont décidé qu'on ne voulait pas prendre ni une position abolitionniste, ni une position réglementariste. Alors, la FFQ a une position pour la décriminalisation des femmes dans l'industrie. On a une position qui est contre la discrimination des femmes dans l'univers de l'industrie du sexe. Mais on n'a pas choisi une voie ou une autre. Ça, c'était un choix d'Assemblée générale. Et donc, lorsque nous, on est interpellés sur la question, on envoie plutôt vers les travailleuses du sexe et les femmes, comme dans l'univers de la clé, par exemple, pour que ce soit les femmes elles-mêmes qui se représentent dans l'enjeu. Donc, c'est pas qu'on ne donne pas la parole, puis on n'est pas en train de parler des femmes dans l'industrie du sexe comme étant victimes de violences en soi. On n'a pas choisi d'utiliser ce langage-là. On n'a pas non plus choisi de ne pas le faire. Puis quand je dis « on », c'est les membres qui ont fait ça. On prend toujours les questions et les commentaires dans la salle. Jeanne voulait continuer sur autre chose. Ouais, il y a un discours qui revient souvent, comme s'il y avait une division entre les femmes, dans le fond, qui se prostituaient, en fait, qui étaient travailleuses du sexe, et moi-même, par exemple, qui n'obtient pas une rémunération, dans le fond, en dehors du foyer. Pour moi, en tant que femme, la violence sexuelle, c'est quelque chose comme de systémique. Puis même si je suis pas rémunérée en dehors comme du foyer pour ça, la violence sexuelle, ça peut aussi arriver dans des couples. Ça arrive dans n'importe quel type de relation. Puis je pense qu'il faut pas faire de distinction entre ça. Bonjour tout le monde. Moi, c'est pas pour des questions, c'est plus pour une intervention. Je n'avais pas prévu prendre la parole, mais je trouve que c'est important que je prenne la parole en tant que femme musulmane et féministe. Moi, en tant que femme musulmane, je me sens pas représentée, je me sens pas acceptée par le féminisme dominant, parce que premièrement, il me rejette en tant que femme musulmane, puis il rejette aussi ma réalité de femme racisée parce que je suis d'origine arabe. Moi, j'invite le féminisme à être solidaire, puis je l'invite aussi à reconnaître le fait qu'il y a plusieurs réalités, puis c'est pas seulement la réalité de la femme blanche c'est pas la réalité de la femme, c'est pas la réalité dominante qui est la même pour la réalité des femmes des groupes issus des groupes minoritaires.
Fait que c'était juste ça mon intervention. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on a été témoin d'un événement où justement les femmes qui étaient dans le panel étaient davantage des femmes de la culture majoritaire. Et je trouve que dans le débat actuel, justement, beaucoup de fois, les femmes issues des minorités sont discréditées dans leur discours ou lorsqu'elles prennent la parole, elles ont de la difficulté à s'affirmer parce que le discours est principalement pris par des femmes de la majorité. Je me demandais de quelle façon, justement, les femmes de la majorité peuvent se solidariser davantage à ces discours-là et devenir, en quelque sorte, collectivement responsables de ces réalités qui ne sont pas le leur, mais de reconnaître qu'elles ont ce privilège-là de prendre la parole souvent et de parler de ces réalités-là et surtout d'être solidaires par rapport aux réalités auxquelles d'autres femmes font face, mais ne peuvent pas justement le partager aussi facilement ou aussi publiquement parce que la tribune ne leur est pas offerte de la même façon. Une idée peut-être, dans le fond, qu'on a que j'ai beaucoup retenue à travers le mouvement étudiant, où ça a été super difficile, dans le fond, de s'organiser dans une perspective de diversité avec une variété de tendances en confrontation, où malgré tout, en tout cas, j'ai appris dans le mouvement étudiant féministe qu'il y avait des tendances dominantes, et c'est toujours de pousser fort et d'essayer de prendre toute la place et la décision. Je pense qu'on mesure dans le fond le féminisme, sa portée révolutionnaire, la capacité des transformations sociales qu'il peut réellement créer. Puis ce qu'on a entendu un peu tantôt, c'est... je pense que c'est toute l'aide qu'on peut apporter, le soutien à l'organisation de différentes tendances, de différentes populations en lutte féministe de femmes. Puis je pense qu'en tant que femme blanche, etc., on peut aider cette organisation-là. Je dirais dans les consciences à avoir dans l'organisation d'éléments, je pense que c'est de se dire qui nous sommes, puis comment on s'assure qu'on donne de la place, on crée de la place pour des voix qui ne sont pas entendus. Ça, c'est, je pense, qu'une question assez essentielle. Je pense qu'une des choses qui ne se passe pas assez, c'est que pendant 40 ans à peu près, le mouvement féministe au Québec a investi énormément le rapport à l'État pour obtenir les changements et les améliorations. Et ça nous a permis d'obtenir un certain nombre d'affaires. Mais aujourd'hui, ça fait 30 ans de néolibéralisme. On est aujourd'hui dans une situation où, à mon avis, on ne peut pas faire confiance aux décideurs de faire ce qui est juste et bon pour les femmes, pour les peuples autochtones, pour la terre. Et ça nous oblige collectivement, à mon avis, à entamer une réflexion profonde sur le rapport que nous devons avoir avec l'État. J'ai un tout petit post-scriptum, en fait, à faire qui va venir un peu rejoindre aussi les interventions qui ont été faites. Je pense que souvent, on sous-estime notre pouvoir pédagogique. On se demandait donc la place de notre féminisme, en fait, au quotidien. Et ça peut venir faire en sorte, peut-être, que d'autres formes de féminisme aussi peuvent éventuellement être découvertes ou mis à l'avant-plan. Pour ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux, partager les articles, commenter, il y a un pouvoir là-dedans. Alors, je vous remercie énormément pour votre attention, votre écoute. Je vous remercie... On n'a pas le temps, je suis désolée. Je vous remercie aussi chacune de nos invités pour d'avoir été là, pour votre présence, votre intelligence. Continuez à jaser, là!